René Doyen, à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Et puis, avec Marjorie, on est ici aujourd'hui pour vous parler des pratiques de collaboration école-communauté à la lumière de l'autodétermination. Oui, bon, je me représente, Marjorie Vidal, je viens de finir mon postdoc à l'UQAM. Je suis cofondatrice et co-directrice du groupe de recherche et consultance EFE et je suis aussi enseignante titulaire à l'école Félix-Antoine. Donc pour contextualiser, je dirais que les écrits scientifiques sur le sujet de la collaboration école-communauté soulignent l'importance de cette collaboration à la fois au niveau des écoles secondaires et au niveau de la formation générale des adultes. Donc Anne va parler des écoles secondaires, moi je vais parler de la formation générale des adultes et on va montrer des convergences entre nos recherches. Et les écrits soulèvent notamment l'importance de cette collaboration, donc établissement scolaire, organisme communautaire, à deux temps critiques des parcours des élèves plus vulnérables, au niveau donc de la prévention du décrochage et au niveau du raccrochage scolaire. Donc c'est un peu ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et les résultats vont être de deux sortes. On va d'abord présenter les obstacles et les leviers au maillage, à l'articulation de cette collaboration. Et Anne va vous parler de l'autodétermination et on parlera des pratiques d'autodétermination qui favorisent l'autodétermination des jeunes adultes vulnérables et des jeunes vulnérables en situation de prévention du décrochage/raccrochage scolaire. Donc, en fait, depuis les années 2000, il y a eu vraiment beaucoup d'intérêt pour la persévérance et la prévention du décrochage scolaire. Et puis, en Estrie en particulier, le taux de décrochage était beaucoup plus élevé que dans certaines autres régions du Québec. Donc, là, je vois dans l'ordre et dans le désordre, mais le centre de service scolaire, jadis la commission scolaire de la région de Sherbrooke, a décidé vraiment de s'y attarder en développant une chaire de recherche. En fait, on est rendu au 3e mandat de chaire, dont présentement je suis titulaire, mais qui était à Laurier-Fortin à l'époque, pour vraiment pouvoir travailler avec les milieux entre partenariat université, milieu pour la prévention du décrochage scolaire. Sylvain avait documenté qu'il y avait, malgré plusieurs initiatives gouvernementales qui avaient été mises en place, notamment pour la prévention du décrochage scolaire, il restait quand même beaucoup le taux en fait, de décrochage scolaire était quand même encore assez élevé dans notre région. Donc, à l'époque, on a trouvé du financement pour créer un programme qui est une adaptation d'un projet canadien qui s'appelle Passeport pour ma réussite, Pathways to Education, de Toronto. Et puis donc, c'est ce programme-là qui a fait l'objet d'une étude là, avec notamment Sylvain Bourrin. Donc, c'est de ça dont on va vous parler aujourd'hui largement. Le programme Accès 5, donc, est un programme qui était vraiment inspiré de Pathways to Education, comme je disais, qui se veut vraiment une approche territoriale, motivationnelle, pour aller chercher les jeunes. En fait, là, on commence vraiment très jeune, on les prend dans la transition de la 6e année du primaire jusqu'au secondaire, dans cette année-là de transition, pour les recruter dans ce programme qui se veut vraiment un programme en 5 sphères. Et puis, avec plusieurs partenaires et qui se veut aussi longitudinal. Donc, on se préoccupe du chronosystème autant que des autres systèmes. Et puis, si on veut, dans les 5 sphères, il y a l'action, il y a vraiment l'intervention psychosociale auprès du jeune, donc avec un intervenant pivot qui va s'occuper du jeune et de sa famille pendant 5 années consécutives. C'est le souhait, mais il y a la maternité et plusieurs autres choses. Mais, ensuite de ça, on a vraiment le soutien scolaire, donc l'aide au devoir. On a les activités parascolaires qui visent à briser l'isolement. On a l'action spécifique et pas si spécifique, qui vise en fait à amener d'autres jeunes à participer au programme pour motiver le jeune qui est inscrit à continuer. Puis, on a aussi le volet financier là, pour le soutien à l'élève, pour l'aider dans ce besoin. Puis, comme on suit le jeune pendant 5 années, bien, c'est sûr que c'est, en fait, je dois le dire a priori, c'est un organisme communautaire, la Maison Jeunesse, qui pilote ce programme-là, qui se déroule largement dans le contexte scolaire. Donc, c'est de là qu'on a vraiment cette collaboration nécessaire entre l'école et la communauté. Et je vais présenter le contexte en termes de FGA. Je dirais dans le temps qu'il y a plusieurs transformations qui ont affecté les effectifs
scolaire de la FGA au cours des 20 dernières années à peu près. Donc les centres d'éducation des adultes accueillent de plus en plus de jeunes élèves, donc de plus jeunes élèves entre 16 et 24 ans, et des élèves qui ont de plus en plus de difficultés scolaires. Donc il y a plus des élèves qui viennent dans les CEA et qui étaient diagnostiqués HDA, handicapés en difficulté d'adaptation et d'apprentissage au secondaire. Donc il y a ces élèves qui arrivent parfois déjà directement d'ailleurs du secondaire dans les centres d'éducation des adultes et qui ont plusieurs difficultés, des situations de vulnérabilité, qui ont des parcours non linéaires, des parcours faits d'interruption, de retour en formation successifs. Et ce sont souvent des élèves qui ont des besoins autres que scolaires, donc des besoins en termes psychosociaux, des besoins en termes de logement, en termes d'autonomie, des besoins divers auxquels les CEA ne peuvent pas répondre d'entrée de jeu seuls. Et voilà, c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une pression, je dirais, qui s'exerce de plus en plus sur les CEA pour les centres d'éducation pour adultes, pour répondre aux besoins variés de ces élèves, des élèves qui sont souvent en souffrance. Cette pression elle est d'autant plus prégnante, elle est d'autant plus importante qu'il y a, certains relèvent un manque de ressources dans les centres d'éducation des adultes, un manque de ressources professionnelles et une non-systématisation du soutien ou de l'accompagnement dans les centres d'éducation des adultes. Donc il y a ce que Nadia Rousseau appelle une baisse des services versus une augmentation des vulnérabilités. Et c'est dans ces besoins, en fait, dans ce cadre, le centre de mes recherches en FGA, dans ce sens que la collaboration école-communauté peut soulager ou aider du moins les CEA à répondre aux besoins des élèves en difficulté qu'ils accueillent. Donc, dans l'étude qu'on a menée, notamment Sylvain et moi, sur vraiment l'évaluation du programme Accès 5, en fait, juste vous dire que moi, ça fait depuis 2011 que je suis étroitement liée à la Maison Jeunesse, cet organisme communautaire-là, sur différents plans. Mais donc, on a mené vraiment une étude évaluative du programme de 2014 à 2017. Mais en ce moment même, on a aussi, j'ai 2 subventions d'engagement partenariat différentes avec ce milieu-là. Donc, juste pour vous dire que là, on va vous présenter certains résultats en lien avec la collaboration, en lien avec cette étude-là. Donc, puis, il y avait vraiment beaucoup, on a eu des données qualitatives, quantitatives, on est en toutes sortes de constats, puis aujourd'hui, on vous en présente une tranche. Et moi, c'est encore une recherche que j'ai faite aussi avec Sylvain et avec Sophie. Donc, dans le cadre de mes recherches postdoctorales, moi, je me suis intéressée à la collaboration entre des organismes et donc des établissements. Il y a 3 cas de collaboration. Un premier cas qui est une école de la rue qui travaille en collaboration avec un centre d'éducation des adultes. Deuxième cas, une école alternative aux adultes qui travaille en collaboration avec un organisme communautaire. Et troisième cas, un organisme communautaire qui travaille avec un centre d'éducation des adultes. Donc les premiers résultats qu'on va vous présenter sont d'abord en termes d'obstacles et de leviers. Donc les obstacles et les leviers au maillage, à l'articulation de cette collaboration. Je vais faire les obstacles, Anne fera les leviers. Les obstacles principaux sont au niveau du maillage, de l'articulation des services, et ils sont de 2 ordres. Dans un ordre au niveau des représentations, peut-être plus, et au niveau de l'organisation structurelle dans un second temps. Donc au niveau des représentations, la difficulté qu'ont finalement les organismes communautaires à collaborer avec les établissements scolaires, c'est que ce soit au secondaire, je précise en fait que dans FGA, parce que c'est des résultats communs de Anne et moi-même. Donc la première, c'est se mettre d'accord sur la définition de la réussite. De quelle réussite on parle? Est-ce qu'on parle de réussite scolaire? Est-ce qu'on parle de réussite éducative? Réussite plus large, réussite plus globale en tout cas? Est-ce qu'on parle d'insertion socio-professionnelle? Ça fait partie des éléments qui sont considérés comme des obstacles au maillage de cette collaboration. Et d'où aussi l'importance qu'on accorde finalement à l'accompagnement qui diffère encore une fois entre les établissements scolaires et les organismes communautaires. Donc c'est quoi la place qu'on accorde dans la mission de l'école finalement à l'accompagnement? Ensuite, les règles sont plus de l'ordre organisationnel. Il y a des problèmes en termes de règles, de division du travail, d'implication, donc toutes les contraintes institutionnelles qui sont plus élevées, je dirais, sur le plan des établissements scolaires, au niveau secondaire et dans les centres d'éducation des adultes. Et le dernier, c'est l'aspect financier pour les organismes communautaires, donc, qui ont un turnover plus élevé. C'est quoi le turnover en français? Un roulement plus élevé, merci. Un roulement plus élevé et aussi qui subissent des coupes budgétaires, donc c'est plus compliqué pour eux de maintenir cette collaboration.
Puis je vais juste revenir quand même une petite seconde sur, par exemple, les règles instituées dans la collaboration. Par exemple, à l'école, c'est tolérance zéro pour toutes sortes de choses, puis alors que dans l'organisme communautaire, c'est de l'intervention pour la réduction des méfaits. Donc, on est dans différents types de règles qui paramètrent vraiment, qu'on a réalisé qui pouvaient vraiment causer certaines tensions, on va dire, entre les différents intervenants communautaires et scolaires, parce qu'on n'est pas dans la même logique, puis on n'a pas défini les choses. Fait que quand on les définit ensemble, à ce moment-là, c'est là que, ça devient un levier. C'est sûrement ça qu'on a dit, oui. Fait que donc, dans les instances de gestion, bien là, les comités de pilotage, les rencontres de coordination, tous ces moments-là dans les structures où on arrivait à partager justement le même langage, puis à trouver des cibles communes, puis ainsi de suite, c'est ça qui permettait, après ça, de dénouer vraiment les différentes tensions qui ont été observées dans le système. Je vous ai parlé de l'intervenant pivot, c'est clair, puis on a parlé de l'accompagnement, c'est clair que l'intervenant pivot qui connaît le jeune, puis qui le suit, qui intervient dans sa famille, auprès de ses amis, avec les enseignants, et ainsi de suite, ça, vraiment, il pivote. L'enseignant pivot entre tous ces contextes de vie-là du jeune et l'aide vraiment à naviguer dans toutes les sphères de sa vie. Donc, cet acteur-là de l'organisme communautaire est vraiment central à cette collaboration-là. Ensuite, le développement de certains outils en commun. C'est clair que justement aussi de partager certaines données, certains outils permet vraiment encore une fois une meilleure compréhension du contexte de l'autre et donc conséquemment une meilleure collaboration. Puis après ça, c'est sûr qu'à la rétention des équipes, on est en pleine pénurie de main-d'œuvre encore, donc ça devient vraiment difficile. Dans les organismes communautaires, c'est sûr qu'il y a vraiment cet enjeu-là. Les organismes communautaires, le salaire n'est pas le même que dans les, comment on appelle ça, dans les réseaux, c'est ça. Donc, c'est pas le même que dans le réseau. Donc, à ce moment-là, le concept de rétention du personnel aussi, puis d'avoir la suite dans les idées. Puis même, les directions d'école, là où était implanté le programme Accès 5, avaient besoin d'être briefées, puis vraiment, parce qu'on a eu l'adhésion vraiment d'une directrice d'école pendant un long bout de temps. Puis là, tout à coup, une année, ils ont changé toutes les directions d'école à peu près de la commission scolaire. Donc là, on revenait au point de départ. Là, Sylvain disait des fois, nous, à l'université, c'est comme on reste, puis après ça, on voit tout le monde tourner tout autour. Fait que ça donnait vraiment cette impression-là, que nous autres, moi, j'ai été celle qui brief, comme chercheur, qui briefait les directions d'école sur les différents programmes qu'il y avait dans leurs écoles, parce que tout le monde changeait. Donc, vraiment, la rétention du personnel, c'est un gros enjeu. Puis après ça, l'implication régulière et assidue de la part de tout le monde, mais ça aussi, quand on voit que les gens sont investis dans le même projet, mais ça favorise définitivement la collaboration. Puis la structuration de l'espace, ça, c'était vraiment intéressant de voir tous les enjeux qui étaient liés à l'espace. Parce que, puis le partage de l'espace, parce que là, par exemple, il fallait convaincre le concierge que les intervenants avaient affaire à être là après 4 heures. Donc, toutes sortes d'enjeux comme ça qui sont très terrain, mais qui, quand même, si on arrive à dénouer ces éléments-là, on assure vraiment une plus grande fluidité dans l'intervention et la collaboration. Je soulignerais peut-être aussi l'importance à Alger vraiment des bases de données, parce qu'on est passé rapidement dessus, mais l'intérêt d'avoir des outils communs au niveau des suivis des élèves, c'est quelque chose qui est ressorti de manière assez prégnante dans mes recherches. Puis donc, les pratiques qui favorisent l'autodétermination, je dirais que moi, j'en suis venue à utiliser ce cadre-là parce que, par ailleurs, comme titulaire de charge, j'avais d'autres éléments, puis j'observais les enseignants enseigner dans cette même école-là pendant plusieurs années, puis j'en venais finalement, quand j'analysais les différentes actions des intervenants et des enseignants, je me disais, tout est vraiment basé sur le désir de développer l'autodétermination chez les jeunes. Donc, le besoin Accès 5, c'est sûr, ce programme-là, il y a beaucoup le sentiment d'appartenance. Ensuite, les enseignants et les intervenants travaillaient sur le besoin de compétences. Et puis, c'est sûr que l'autonomie est aussi quelque chose qu'on cherche à développer chez ces jeunes
je voyais que dans les différents projets de recherche, les gens étaient vraiment, contribuaient vraiment à développer ces trois besoins-là qui permettent aux jeunes vraiment de mieux comprendre là où ils se situent et puis vraiment s'investir dans ces apprentissages. Donc, la collaboration entre ces acteurs-là était, les acteurs travaillaient sur les mêmes bases, si on veut, pour promouvoir vraiment le développement d'enfants. Donc, c'est sûr que dans certaines activités qui ont été mises en place, c'est garder le contact, s'informer auprès du jeune. Donc, on avait vraiment des intervenants qui étaient pleinement dévoués. Puis, apporter le soutien adapté. Cet élément-là, on en est venu à dire, c'est clair que quand on a de l'intervention un pour un, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Ça coûte cher, mais ça marche. Donc, ça, c'est sûr que le soutien scolaire adapté était important. Puis ensuite de ça, on a parlé, on vous donne un calendrier, mais puis ça, c'est lié au projet de recherche qu'on vient juste de faire, parce que pendant la pandémie, ils ont actualisé leurs activités pour tenir ça en virtuel. Mais je pense qu'on va vous montrer ça, mais vous l'aurez quand on va partager. Donc, vraiment, les activités parascolaires se situent dans toutes sortes de créneaux différents. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai analysé mes résultats avec le cadre de l'autodétermination que Anne vient de vous présenter. Et il y a des éléments intéressants qui sont sortis au niveau de cette collaboration. C'est quoi donc les pratiques collaboratives qui favorisent l'autodétermination, donc dans le cas des jeunes adultes raccrocheurs à MGA. Et on en a vu certains, c'est intéressant parce que ça reprend beaucoup d'éléments qui ont été présentés ce matin. Donc des services dans un premier temps votre scolaire. Ce qu'on voit en fait, c'est que les pratiques collaboratives, donc école, communauté, favorisent les activités de groupe, tout ce qui est sortie de groupe, repas de groupe, ateliers artistiques, tout ce qui est aussi du commun, des sorties communes, et qui vont finalement favoriser le sentiment d'appartenance qui est important, d'après les intervenants, puisque ce sentiment d'appartenance joue beaucoup sur la persévérance scolaire. Donc il y a toute cette idée dans cette collaboration à favoriser cette appartenance à l'établissement qui réduirait finalement qui augmenterait la rétention. Ensuite, les pratiques collaboratives vont permettre de mettre en place des activités qui sont adaptées aux élèves et qui jouent à la fois sur l'apprentissage individuel et l'apprentissage de groupe, comme les différents projets qu'on a vus peut-être ce matin avec le PIL. C'est des projets qui sont mis en place dans des perspectives collaboratives où on va, par exemple, mettre en place un projet photo, où on va impliquer les élèves dans la mise en place d'un souper spaghetti. Et donc, ces activités-là permettent aux jeunes de développer des compétences à la fois sur le plan individuel et sur le plan du travail de groupe au niveau des projets. La mobilisation et la valorisation des expériences des élèves, c'est quelque chose qui est très important au secteur adulte. Donc, c'est comment on mobilise ce que l'élève sait déjà et comment on le réexploite. Donc, notamment à travers les projets finalement dont je vous parlais tout à l'heure, mais également au niveau du bénévolat, on se rend compte que plusieurs structures collaboratives valorisent le bénévolat et ce qui donne parfois certains crédits scolaires aux élèves. Donc on joue en fait sur le plan scolaire et le plan de l'implication. Je ne me rappelle plus du tout comment s'appelle ce programme-là, mais je pourrais m'en rappeler je me reviendrai, intervention bénévolat, mais bon bref, tout ça pour dire que l'élève, en s'impliquant sur le plan bénévole, peut avoir des crédits scolaires pour valider ses années. La relative adaptation des règles de vie, ça aussi c'est quelque chose qui est important au niveau des adultes. C'est encore une fois par rapport aux temporalités dont on parlait, ces élèves qui ont des parcours faits d'interruption, de retour en formation. Ce que l'organisme permet de faire, c'est que l'organisme communautaire assure un suivi plus serré et plus flexible au niveau des absences. C'est-à-dire que l'établissement n'a peut-être pas le temps de savoir pourquoi le jeune est absent. L'organisme communautaire va essayer de comprendre c'est quoi les raisons de cette absence et essayer de sensibiliser finalement le jeune à cette absence. Les temporalités adaptées aux réalités des élèves, c'est ça ce que je disais, c'est-à-dire, encore une fois, l'organisme communautaire, c'est-à-dire des jeunes peuvent décrocher du scolaire, mais rester accrochés à travers l'organisme communautaire. Donc, c'est des élèves qui peuvent avoir des interruptions temporaires dans leur scolarité, mais le lien qu'ils gardent et qu'ils préservent avec cet organisme communautaire, ça permet de réintégrer ces élèves dans le scolaire en fonction de leur parcours. On arrive à la conclusion, dans 10 minutes. Donc, pour pouvoir répondre aux besoins d'autodétermination, les pratiques collaboratives, vraiment favorisent la variété, la diversité des activités. Donc, c'est vraiment d'accrocher en prévention ou de raccrocher les jeunes. Ça permet vraiment d'aller dans ce sens-là. Cible les élèves dans leur globalité. Donc, on est vraiment centré sur le développement global de l'individu dans un collectif et puis le sentiment d'appartenance
dans ce contexte-là, le développement des jeunes. S'adapter aux réalités, au parcours des élèves. Donc, c'est sûr que, dans les pratiques collaboratives, il y a des moments où certains acteurs jouent un plus grand rôle, d'autres moments, d'autres acteurs jouent un plus grand rôle, mais il faut vraiment arriver à suivre le parcours du jeune puis à le restimuler quand il y a des moments qui sont plus creux, je dirais. Donc, et puis je dirais, comme je l'ai dit tout à l'heure, la contribution des différents acteurs au développement de l'autodétermination, donc les gens qui sont dans le milieu scolaire ont un rôle à jouer. Les gens qui sont dans le communautaire ont aussi un rôle très important à jouer. Puis dans le contexte, en tout cas que nous, on a étudié, c'est clair que le maillage, quand on est arrivé à parler le même langage, puis ainsi de suite, les gens du scolaire voyaient vraiment la part des acteurs communautaires. Et puis, quand on a dû faire valoir la nécessité de refinancer, moi je leur ai dit, si vous enlevez ces personnes-là, les 10 intervenants que vous avez dans votre école, la PSWEL va faire un relâche. Ça, c'est clair, parce qu'il y avait vraiment, ces acteurs-là jouaient un rôle vraiment fondamental dans l'école. Je finirai peut-être sur cette question de la temporalité. Je sais que j'ai complètement dépassé le temps, mais c'est parce que c'est quelque chose, c'est une discussion qu'on est en train d'avoir avec les collègues français. Cette question de la temporalité et de l'adaptation au parcours non linéaire des élèves. Et c'est quelque chose qui ressort comme assez central au niveau de la collaboration école-communauté, en ce sens que les règles de vie commune, l'absentéisme, ou les retours et les interruptions, ou en fait, tout ce qui est le parcours plus long et plus sinueux, je dirais. La collaboration permet justement de patcher en quelque sorte ces interruptions pour permettre d'accrocher les jeunes dans la continuité. J'ajouterais en fait sur cet élément-là de l'examination. Je fais plusieurs allocutions de ce temps-ci en fait de session universitaire au niveau diplômé. J'en dis, la première intervention à avoir, c'est de connaître l'élève, c'est de connaître le jeune, puis c'est de cibler là où il est, de quoi il a besoin. Donc, quand on parle de ce type d'intervention-là, c'est qu'on amène vraiment le jeune à croire en lui, à se déployer, et ainsi de suite. Donc, l'accompagnement dont on parle, qui est si proximal, mais ça marche, c'est sûr, parce que la première intervention, c'est de connaître le jeune, c'est de l'amener plus loin. Donc, je pense que dans les écoles, des fois, on perd ça de vue, parce qu'on est face à tout un groupe, peu importe comme enseignant. Mais l'idée, c'est que c'est là que ça part, puis quand on les connaît, qu'on peut cibler où est-ce qu'ils sont dans leurs ZPD, on les amène vraiment plus loin. Quand on arrive à des structures, des dispositifs semblables qui permettent cet accompagnement-là, c'est clair que ça marche. C'est vraiment important.